Bonjour, mon nom est Lucie Morillon et je suis la coordinatrice bilingue du contenu et des communications au CERIC. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous explorerons les stratégies pour améliorer les interventions en développement de carrière auprès des clients inuits dans les communautés urbaines et nordiques. Nous sommes ravis que Sophie Matters d'Axtra propose ici des stratégies qui mettent en évidence les bonnes pratiques et les pièges à éviter. Avant que Sophie ne commence, j'aimerais prendre quelques instants pour présenter le CERIC à ceux qui pourraient ne pas nous connaître. Le CERIC est un organisme caritatif voué à la progression de l'éducation et de la recherche en matière d'orientation professionnelle et de développement de carrière au Canada. Nous finançons des recherches qui font progresser les connaissances dans le domaine, comme la recherche sur le développement de carrière inuit dont vous entendrez parler aujourd'hui. De plus, être en mesure de vous offrir des possibilités d'apprentissage comme ce webinaire est également un élément clé de notre mandat. Le CERIC a 3 principaux programmes. Le Congrès national en développement de carrière Canexus, qui se tient à Ottawa chaque année en janvier. Nous avons aussi notre site web orientation.ca, qui est une communauté en ligne gratuite pour les professionnels du développement de carrière, et la Revue canadienne de développement de carrière qui est également accessible gratuitement. Vous pouvez en apprendre plus sur le travail du CERIC à ceric.ca/fr. Nous nous sommes associés à Axtra, anciennement AirCode, qui a mené cette recherche. Axtra est une alliance de 90 centres conseils en emploi au Québec qui met l'accent sur l'intégration de groupes sous-représentés dans le marché du travail. Vous pouvez en apprendre plus sur leur travail à axtra.ca. Quelques points rapides avant de commencer. Si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans la fenêtre questions-discussions sur votre écran et Sophie y répondra vers la fin du webinaire. De plus, sous l'onglet du document, vous pouvez trouver votre copie de guide de référence. Cliquez sur le guide pour le télécharger. Après le webinaire d'aujourd'hui, nous vous enverrons une copie des diapositives ainsi que l'enregistrement du webinaire. Nous vous enverrons également un très court formulaire d'évaluation et nous vous demandons simplement de prendre quelques minutes pour le compléter. Nous vous encourageons également à interagir avec nous sur les réseaux sociaux en utilisant ces hashtags et identifiants Twitter que vous voyez sur votre écran. Maintenant, j'ai le plaisir de présenter notre intervenante. Sophie Matters est consultante en développement de carrière et travaille au développement de compétences des employés de première ligne des gouvernements Cri et Inuit. Elle a vécu à Inukjuak pendant 3 ans et a eu le plaisir de former les conseillers en emploi dans les communautés du Nunavik. Cette expérience lui a permis de constater la réalité à laquelle sont confrontés les intervenants en emploi pratiquant aux clientèle inuit. Depuis, elle travaille au développement des services d'emploi dans les communautés nordiques. À toi, Sophie. Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour vous parler de Pinaftitzak, un guide de référence présentant des stratégies d'intervention pour les conseillers pratiquants auprès de la clientèle inuit. Je vais tout de suite sauter à l'agenda pour vous démontrer un peu notre plan pour la présentation. Donc tout d'abord, aujourd'hui, je vais vous parler du projet de recherche. D'où est-ce que le projet vient et pourquoi nous l'avons initié. Ensuite, nous allons regarder l'utilisation du guide. Comment utiliser ce guide-là? Pour les intervenants qui sont occupés, on a essayé de le développer d'une manière assez pratico-pratique pour que vous puissiez trouver rapidement l'information que vous recherchez. Troisième point, ce sera la présentation du guide, le contenu. Donc, je vous présenterai très brièvement la situation des Inuits du Canada et du Nunavik. Ensuite, je vous présenterai les 12 défis rencontrés par la clientèle Inuit. Et finalement, je ferai un survol de quelques-unes des 50 stratégies que nous avons identifiées qui se retrouvent dans le guide. Puis, à la toute fin, nous passerons à la période des questions. Donc, en 2013, Axtra a initié ce projet de recherche afin de documenter les spécificités de l'intervention en employabilité auprès de la clientèle inuit. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont contacté aussi pour que je contribue à ce projet en tant que consultante. Comme vous avez entendu dans la présentation au début, je pratique auprès des clientèles, auprès des conseillers en emploi Inuit et conseillers en emploi CRI depuis 2009 environ.
Ce qui m'a effectivement permis de découvrir de réaliser l'ampleur des difficultés auxquelles ces intervenants sont confrontés. Et Axtra a ouvert un centre à Inuvjoac et à Montréal, un centre d'emploi. Donc, eux aussi ont vu ce problème-là. Donc, on a combiné nos efforts pour développer une nouvelle intervention qui pourrait plus être adaptée à la clientèle inuit. Donc, cette recherche est basée sur une recension des écrits et nous avons fait 26 entrevues auprès d'intervenants qui œuvrent dans le milieu inuit. Et nous avons identifié 5 thèmes principaux. Donc, l'identité culturelle et le concept de soi, les valeurs et croyances, dynamique sociale, style de communication et méthode d'apprentissage. Donc, je vous conseille fortement de jeter un œil sur ce rapport de recherche qui est très intéressant et disponible en anglais et en français. Le projet a été financé par l'administration régionale catholique et la Fondation canadienne pour le développement de carrière et la traduction était financée par Patrimoine Canada. Vous pouvez accéder à ce rapport de recherche sur le site de axtra.ca sur l'onglet Publication. Donc maintenant, on passe à la phase 2. Donc, quand on a créé la phase 1, on savait dès le départ qu'on voulait faire une phase 2 afin de donner un outil pour les intervenants qui sont les gens qui en ont vraiment le plus besoin. Et on sait que les gens sont occupés lorsque vous avez des clients et tout. On peut pas nécessairement on n'a pas le temps de lire un document de 100 pages. Donc, on s'est dit, on va faire un guide qui est facile à utiliser et qui donne des solutions. Donc, c'est vraiment ça notre objectif avec ce guide. Une autre des raisons pourquoi on l'a créé, c'est parce qu'il n'y a pratiquement aucun outil de référence aux outils qui permet de soutenir l'intégration en emploi des Inuits. Donc, ce projet de recherche a été créé à partir d'une recension des écrits, des entrevues semi-dirigées, des groupes de discussion avec des intervenants inuits et non-inuits. Et le guide a été revu et validé par 12 intervenants et 12 membres d'un comité de révision. Le projet est financé par CERIC et l'administration régionale catholique aussi. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir avec quel type de clientèle vous travaillez. Alors, je vais laisser les gens du CERIC gérer cette partie ici, mais on va avoir une question, vous pouvez répondre en ligne. Nous affichons maintenant la question du sondage à l'écran et nous vous laissons quelques instants pour y répondre. Merci à tous d'avoir répondu. Donc la question était, avec quel type de clientèle travaillez-vous? 22% ont répondu Inuit, 29% ont répondu Première Nation et ou Métis, 18% ont répondu clientèle marginalisée et 31% ont répondu autre. Parfait. Donc, c'est super intéressant de voir qu'il y a 22% de gens qui interviennent auprès de la clientèle inuit. J'ai donné le même webinaire mardi, mais en anglais, et la population de Traclisme était beaucoup plus faible. Donc, c'est super. Et pour tous les gens qui travaillent auprès des communautés autochtones, métis, des Premières Nations ou autres clientèles marginalisées, je crois que vous pourrez trouver dans notre guide des stratégies qui peuvent être transférées dans votre contexte, dans votre milieu. Je peux parler de mon expérience personnelle, par exemple, avec les CRI. Je sais très bien que plusieurs des stratégies qu'on présente ici peuvent être transférées chez les CRI. Par contre, c'est sûr que dans notre guide, on les présente vraiment dans un contexte inuit. Mais bon, vous êtes les experts de votre pratique et de votre clientèle, donc vous faites ce que vous voulez avec les stratégies, mais je crois que vous pourrez trouver d'une manière ou d'une autre des stratégies pour vous permettre de travailler. Aussi, dans le webinaire de mardi, il y avait des gens qui travaillent auprès des clientèles immigrantes et qui ont dit qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre les deux types de clientèle et que des stratégies pouvaient s'appliquer. Voilà. Donc, Pinaftisac, c'est un guide pour les conseillers, comme je disais plus tôt. Il est disponible sur le site de CERIC sous l'onglet Publication, mais comme on disait au début, vous pouvez le télécharger immédiatement dans votre
petit panneau de contrôle, vous avez le document PDF que vous pouvez ouvrir si jamais vous voulez suivre avec pendant la présentation. Par contre, si vous voulez suivre seulement la présentation, il n'y a pas de problème. J'ai inclus des images de ce dont je parle à travers toutes les diapositives. Donc, le guide est un guide les conseillers en emploi du Centre Ivertuic ici à Montréal, qui travaillent auprès de la population inuit en milieu urbain, nous ont écrit ce petit mot pour nous dire comment ils utilisaient le guide. Donc, le guide de référence aide tout autant les nouveaux conseillers que les plus chevronnés en leur proposant des outils concrets d'intervention ainsi que des exemples d'activités. Et ça, afin de faire du sens auprès de la clientèle pour mieux les aider à aborder le marché du travail dans leur communauté, mais aussi en contexte urbain. Donc, c'est sûr que ça nous fait beaucoup plaisir de lire ça parce que c'est notre objectif. Donc, passons à la prochaine étape et allons observer un peu plus le guide et comment on peut l'utiliser. Donc, c'est un guide qui est axé sur l'intervention et on propose des pistes de solutions. C'est de l'information qui est facilement repérable et il y a une table des matières qui est détaillée afin de vraiment trouver l'information rapidement. Il y a des tableaux désencadrés qui facilitent la lecture rapide et le guide regroupe de nombreuses ressources documentaires et des outils d'intervention. Et en tant qu'intervenante, je sais à quel point on aime ça avoir de nouveaux outils. Donc, il y en a beaucoup dans ce guide. Le guide est divisé en 4 chapitres qui ressemblent un peu à la présentation que je vous fais aujourd'hui. Tout d'abord, il y a une brève présentation du contexte sur les défis liés à l'emploi de la culture inuit. Enfin, il y a les 12 défis identifiés. On présente ensuite les 50 stratégies. Puis, à la toute fin, vous avez les ressources, un petit coffre à outils supplémentaire. Donc, vous voyez, ça c'est la table des matières, une partie de notre table des matières. Donc, chaque stratégie est définie, est identifiée, catégorisée sous les thèmes. Donc, c'est très facile à trouver. Lorsque vous êtes dans le guide, en version PDF, vous pouvez simplement cliquer sur la stratégie qui vous intéresse si vous y avez accès immédiatement. Vous pouvez aussi faire la fameuse commande F ou CTRL F si vous avez un PC pour faire une recherche avec un simple mot. Ensuite, on a listé tous les exemples d'activités et d'interventions. Donc, par exemple, vous avez un client qui a la difficulté à gérer sa colère. Vous voyez l'exemple d'activité numéro 2, aider le client à maîtriser sa colère. Vous cliquez et vous pouvez avoir un exemple d'activité que vous pouvez, encore une fois, adapter à votre propre situation et à votre client, évidemment, mais c'est juste pour vous savez, donner un peu d'inspiration sur le moment. Puis ensuite, exemple d'intervention, vous voyez la première intervention, si un client se présente sous influence. Donc ça, c'est des situations assez délicates, on ne sait pas toujours comment gérer, on ne veut pas briser le lien de confiance, mais il faut établir ses limites. Donc voilà, on a un exemple d'intervention ici. Puis, on a aussi ajouté un glossaire parce que, comme vous allez voir bientôt, on parle beaucoup de l'importance de définir les termes, les concepts que nous, on prend souvent pour acquis, comme par exemple un thème assez simple qui est comme la carrière pour nous. Peut être assez complexe et difficile à comprendre pour les Inuits parce que c'est des concepts nouveaux. C'est pas qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles de le faire, hein. C'est vraiment parce que c'est des concepts qui viennent pas de leur culture, c'est des concepts étrangers qu'ils essaient de comprendre tant bien que mal. Donc, l'importance de bien le clarifier est là et on a mis un glossaire pour que vous ayez une définition sur laquelle vous pouvez vous baser. Il y a une structure dynamique. Voici la légende de nos encadrés dans le document. Donc, les annotés, ça amène souvent une subtilité à une stratégie ou un petit détail qu'on souhaite ajouter. Les encadrés au Nunavik, c'est de l'information qui est pertinente spécifiquement pour l'intervention au Nunavik ou des particularités pour le Nunavik. Les à consulter, ça c'est davantage pour des références par d'autres documentations qui pourraient être utiles sur un sujet spécifique. Dans le guide, on garde ça assez short and sweet, comme on dit, parce qu'on veut que ce soit facile à utiliser et tout. Mais quand on trouve qu'il y a des sujets qui pourraient être abordés un peu plus en profondeur, souvent on met cet encadré-là pour amener l'information supplémentaire. Ensuite, il y a les encadrés qui amènent une information complémentaire sur un thème particulier. Puis, on a les pointillés qui sont les exemples de stratégie, d'intervention ou d'activité. Donc, je vais vous montrer quelques exemples ici rapidement.
Donc, exemple d'encadré, c'est ici, on présente la culture inuit en 10 mots-clés. Donc, vous pouvez lire ça et ça vous donne quand même un bon aperçu de la situation. Ça provient de notre phase 1. Donc, c'est un genre de résumé de la phase 1, de la culture inuit selon nos recherches en phase 1. Ici, on a un exemple des choses à consulter. Donc, ici, on parle du défi de troubles de santé mentale. Vos clients ont des troubles de santé mentale. Ça vous intéresse? Bon, bien voilà, vous avez une étude contextuelle sur les services de santé mentale au Nunavik en référence. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez accéder à ce document-là. Ensuite, un exemple d'activité. Donc, ça, c'est une activité que j'adore et que je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que je veux surtout vous présenter le contenant plutôt que le contenu. Mais donc ça, c'est l'activité Igloo of Life qui a été développée par Mika Arnakat du Nunavut et qui a été utilisée dans le programme de reconnaissance des acquis du Nunavut Arctic College. C'est une super activité. Mais voici ici donc l'exemple de à quoi ça sert et on réfère au lien pour avoir accès à l'information ensuite. Vous l'avez dans les ressources. Ça, ici, c'est un exemple d'intervention. Donc, surtout pour les conseillers qui pratiquent dans le Nord, dans les communautés, je suis sûre que c'est comme ça pour les gens qui travaillent auprès des communautés des Premières Nations ou métis qui vivent dans des petites communautés ou même dans des petites villes. Comment on veut se limiter comme intervenant quand on voit nos clients à l'épicerie, quand ils savent où est-ce qu'on habite, quand ils ont tendance à nous appeler le soir ou la fin de semaine parce qu'ils n'ont pas eu l'information qu'ils voulaient ou parce qu'ils veulent parler. Comment on gère ça? Donc, ça, c'est des exemples d'intervention qu'on a intégrés dans notre guide. Et enfin, les ressources documentaires qui se trouvent dans le chapitre 4. Il y a des ressources sur la culture inuit, des outils d'intervention d'employabilité et des documents de référence, des films, des livres, des articles à lire, donc toutes sortes de ressources supplémentaires, en français et en anglais. Donc, ça, c'est pratique parce que des fois, on a un client qui parle seulement français ou seulement anglais. Donc, passons maintenant au contenu du guide. Donc, je vais vous faire une brève présentation de la situation des Inuits du Nunavik et du Canada. Comme je disais, pour avoir beaucoup plus d'informations, vous pouvez soit regarder le chapitre 1 de notre guide d'intervention ou la phase 1 du projet de recherche. Donc, les Inuits du Canada vivent dans l'Inuit Nunangat. Il y aurait 59 000 individus Inuits au Canada, ce qui représente 4,2 % de la population totale autochtone et 0,2 % de la population nationale. Donc, vous voyez, ça peut un peu expliquer pourquoi il n'y a pas tant d'outils d'intervention qui existent pour la clientèle inuit, mais ça ne veut pas dire que le besoin n'est pas criant. Le territoire compte 500 000 km² et il y a 53 communautés inuites au nord du 55e parallèle. Donc, le Nunavik, ça, c'est la terre des Inuits au Québec. Souvent, les gens mélangent le Nunavik, le Nunavut et ils mélangent aussi les Inuits et les Inuits. Donc, les Inuits, c'est un peuple vraiment distinct des Inuits qui vivent dans le nord, totalement la pointe nord du Québec. Il y a 14 communautés côtières et la population totale est de 11 720 individus, dont 900 vivent à Montréal. Donc, il y a environ une population de 900 Inuits en milieu urbain dans le sud du Québec. Une très belle statistique est que 99,1 % des Inuits du Nunavik parlent Inuktitut. Donc ça, je trouve que c'est une statistique qui démontre vraiment à quel point la culture est encore forte et présente. Puis aussi, c'est sûr que le fait que les communautés ne sont pas accessibles par la route, on peut seulement y accéder en avion, ça augmente beaucoup ça augmente la protection de la culture et de la langue, qu'on le veuille ou pas. Mais ça a aussi une influence sur le marché du travail. Comme vous pouvez vous en douter, la situation est beaucoup plus complexe puisque la mobilité est réduite. Le taux de chômage des Inuits s'élève à 16,3 % en 2011, ce qui est plus du double du taux québécois. Les obstacles associés au marché du travail sont différents entre le Nord et le Sud. Et aujourd'hui, pendant qu'on va regarder les stratégies, je vais essayer de faire
la différence entre les deux contextes parce que c'est sûr que la réalité n'est pas la même, les défis sont pas les mêmes non plus. Donc, au nord, on vit évidemment un isolement géographique, donc ça réduit considérablement la mobilité des travailleurs. On ne peut pas prendre sa voiture et conduire pendant une heure pour aller pour un autre emploi. On est un peu pris dans la communauté et il y a ce qu'il y a et il y a beaucoup de gens et il n'y a pas tant d'emplois que ça. Il y a maintenant des mines dans le Nord qui augmentent un peu les possibilités d'emploi. Par contre, ça demande un mode de vie différent. On fait des rotations, 2 semaines. Donc, ça peut être un peu compliqué quand les liens familiaux sont très serrés et que les gens ont un peu de difficulté à partir de la maison. Faible diversité d'emploi dans les communautés nordiques. Donc, oui, il y en a de l'emploi, mais c'est sûr que les emplois sont limités. Les opportunités locales et régionales demandent une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. Ce qui peut expliquer la statistique qu'on a qu'en ce moment, il y a environ 49% des emplois qui sont occupés par des non-inuits ou Nunavik. Donc, c'est des gens comme moi qui montent et qui travaillent là-bas parce que la main-d'œuvre, les qualifications demandées sont plus élevées que ce que la main-d'œuvre a sur place. Donc, ça, c'est une statistique assez dramatique et évidemment, on espère que ça va changer rapidement en développant des meilleurs, en offrant un système d'éducation définitivement qui répond aux besoins. Nombre limité de modèles professionnels inuits. Donc, ça aussi, c'est un problème. Les Inuits apprennent beaucoup par l'observation. Donc, de voir des modèles, ça aide énormément à motiver. Par contre, ça change ça aussi en ce moment. Il y a de plus en plus de modèles, il y a de plus en plus de leaders inuits. Donc, ça, c'est assez stimulant à voir. Au sud, les défis sont différents. Le marché du travail est plus compétitif, évidemment. Il y a de la discrimination. Le choc culturel à l'arrivée. C'est sûr que quand on est habitué de se déplacer dans un village où tout se fait pas mal à pied, ou que si on marche, il y a quelqu'un qui s'arrête, qui nous offre de nous amener où est-ce qu'on veut aller. Quand tu arrives à Montréal, il faut que tu prennes le métro, l'autobus pour aller à une entrevue. C'est assez déstabilisant. Il y a aussi une méconnaissance du fonctionnement du marché du travail et une absence de réseau professionnel. Donc maintenant, on va regarder un peu plus en détail les défis qu'on a identifiés dans la recherche qui limitent l'intégration sur le marché du travail des Inuits. On a une statistique ici pour ouvrir le sujet qui est qu'entre 21 et 28 % des ménages du Nunavik étaient touchés par la pauvreté, des proportions 2 à 3 fois plus élevées qu'au Québec. Donc ça démontre beaucoup à quel point les Inuits peuvent vivre dans un milieu précaire par moment et effectivement, ça va définitivement affecter leur démarche de recherche d'emploi, leur motivation et plusieurs autres aspects qu'on va regarder à l'instant. Donc, je vais essayer de vous donner une statistique par défi. Je vais essayer de faire ça assez rapidement parce que je veux passer aux stratégies parce que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant quand on veut intervenir. Quand on est intervenant, on aime beaucoup avoir de nouveaux outils. Selon le Inuit Tapiriit Kanatami, qui est un organisme qui représente tous les Inuits du Canada, les revenus des Inuits du nord du Québec sont les plus faibles de toutes les communautés Inuits du Canada. Et 58 % des Nunavik gagnaient moins de 20 000 $ par an et avaient des emplois précaires. Donc, ça dit tout. La situation n'est pas évidente et n'est probablement surtout pas motivante pour les Inuits. Ce qui explique aussi les sentiments d'urgence que les intervenants nous ont beaucoup nommés dans la recherche, dans les entrevues, le feeling que les clients viennent et veulent un résultat immédiat parce qu'ils ont besoin d'argent, c'est réel. Donc, ça affecte l'intervention définitivement. La faible scolarisation et l'analphabétisme. La statistique officielle pour le Nunavik est que 42 % des jeunes obtiennent un diplôme d'études secondaires. Par contre, selon les observations du terrain, encore une fois, on parlerait plus de 5 à 10 % comme taux de graduation. Donc ça aussi, c'est effectivement un problème qui affecte la démarche de recherche d'emploi.
parce que quand la seule expérience qu'on a en dehors de notre vie familiale, personnelle, c'est l'école et que c'est pas un succès, ça affecte énormément l'entrée sur le marché du travail ensuite et la confiance en soi. Donc, voilà, c'est ça pour la confiance en soi aussi. Pour encourager les clients qui ont des problèmes de confiance en soi et de motivation, on encourage beaucoup la prise d'action, de passer à l'action, de faire des activités, de les sortir du centre le plus possible du bureau pour qu'ils développent des expériences autres. Donc, mais c'est ça, le faible manque de confiance en soi, la faible confiance en soi et le manque de motivation vont ensemble souvent. C'est pas une question qu'ils sont pas motivés ou qui sont paresseux comme malheureusement on entend souvent. Au contraire, c'est vraiment que ils se retrouvent pas dans ce processus-là et de là l'importance de leur donner une place à leur image en intervenant auprès d'eux. Le manque de familiarité sur le fonctionnement du système gouvernemental et les ressources communautaires. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vérifier avec les clients immédiatement dès le début de l'intervention. Beaucoup de clients inuits n'ont pas leurs documents ou les ont perdus. Donc, lorsqu'il vient le temps d'appliquer pour un emploi ou même lorsqu'ils sont embauchés, là, on réalise qu'ils n'ont pas leur information sociale. Ça cause un grand problème parce qu'on connaît tous les démarches sont lentes avec les gouvernements et souvent, en plus, pour les Inuits, ce qui est difficile, c'est que la plupart des communications sont en français. Pour ce qui est des documents québécois, comme l'attestation de naissance, certificat de naissance. Donc, ça complique les démarches, ça peut facilement les décourager. Vous savez, imaginez quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas vraiment de motivation. Puis là, en plus, il ne peut pas travailler parce qu'il n'a pas son relation sociale, puis c'est compliqué, ça aide pas trop. Ensuite, on parle de dépendance. Donc, au Nunavik, 80% des crimes commis sont faits sous l'influence de substances psychoactives. Donc, ça en dit long. C'est un réel problème, effectivement. Et ça a un impact sur ça déclenche souvent des abus sexuels, violents et physiques. Donc, ce qui mène au fait que beaucoup de gens ont des casiers judiciaires. Un nombre croissant au Nunavik. Donc, ça peut aussi limiter l'embauche d'un client, si c'est dans une école ou un centre de la petite enfance, ou même à la mine s'il doit manipuler des explosifs et tout, ils n'ont pas le droit. Donc, c'est un réel problème aussi. Le trouble de santé mentale, qui est tabou, comme dans plusieurs autres sociétés, les troubles de santé mentale restent un sujet assez tabou. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que souvent les clients, s'ils ont été diagnostiqués, ils ont la difficulté à prendre leur médication. Donc ça, il faut faire un genre de suivi auprès d'eux. Et ça peut créer des stress supplémentaires pour les intervenants s'ils savent qu'un client est schizophrène, par exemple, qui prend rarement sa médication. Lorsque le client se présente au bureau, ça augmente les tensions dans l'intervention. Puis aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de ressources dans les villages. Les psychiatres, ils montent une fois par mois, ça dépend du besoin. Donc, c'est pas comme ici dans les centres urbains où il y a toujours un psychologue ou un psychiatre qui est accessible. C'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à ces ressources-là dans le Nord. L'itinérance et le manque de logement. Donc, à Montréal, plus de la moitié des Inuits du Nunavik vivent sous le seuil de la pauvreté ou sont itinérants. Donc, ça aussi, c'est une statistique alarmante. Vous en avez sûrement vu si vous vivez dans le coin de Montréal, souvent la place des Arts, des gens sans abri. C'est vraiment un défi de s'adapter dans ce contexte culturel complètement différent de ce qu'ils connaissent. Manque de ressources, manque de points de repère aussi souvent. Donc, c'est sûr que quand on a des clients qui se présentent et qui vivent cette situation-là, on doit s'assurer de leur sécurité et santé avant toute chose et travailler avec les ressources disponibles qui sont là pour les itinérants dans Montréal. Et au Nunavik, il y a une augmentation de la population. Il manque de logements, on en entend beaucoup parler aux nouvelles, donc ça fait de surpopulation dans les logements, des logements avec plus 15 personnes. C'est pas quelque chose qui est rare, malheureusement.
Donc ça diminue l'intimité des gens, augmente le niveau des crimes qui sont créés ou les abus qu'on peut voir. C'est aussi une réalité aussi qui se passe dans l'art, dont on parle un peu moins, c'est l'itinérance cachée. Donc, c'est les gens qui n'ont pas de domicile et qui vont passer d'une maison à l'autre. Régulièrement, ils vont bouger d'une place à l'autre. Des fois, ils vont même dormir dans les cabanons derrière les maisons. Donc, ça, c'est quelque chose, comme vous pouvez imaginer, avec laquelle qu'on doit gérer dès le départ de l'intervention, de la sécurité et de la santé des clients. Ensuite, il y a violence et abus. Donc, ça va encore dans la continuité de ce que je viens de dire. Je vais vous donner quelques statistiques qui confirment la chose. Donc, au Canada, 12% des Autochtones ont déclaré être victimes d'un crime violent non conjugal, comparativement à 5% chez la population non autochtone. Et chez les femmes, 15% des femmes en couple ont vécu de la violence conjugale chez les Autochtones, comparativement à 6% chez les femmes non autochtones. Donc, on voit que c'est vraiment une statistique, que c'est vraiment une situation qui est amplifiée dans les communautés autochtones, et c'est la même chose chez les Inuits. Ensuite, il y a les limitations fonctionnelles. Donc, les gens qui ont des handicaps, on a très peu d'informations disponibles sur leurs besoins en matière d'emploi. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la littérature. Et on a remarqué que les intervenants sur le terrain n'étaient pas tellement au courant des ressources qui existaient dans les communautés et même en milieu urbain pour les clientèles inuites handicapées. Puis on a aussi perçu que les employeurs pouvaient voir ça comme un double fardeau, si on peut le dire, d'avoir un Inuit handicapé en plus. Par contre, c'est important de mentionner qu'il existe un programme pour les gens handicapés pour, par exemple, leur acheter un ordinateur qui travaille à la maison, faciliter l'accès au marché du travail des Inuits. Puis enfin, un élément qu'on n'avait pas vu venir, mais qui a sorti beaucoup dans les entrevues, c'est la maternité adolescente. Donc, on se fait dire que beaucoup de jeunes femmes, 12 ans, 13 ans, tombent enceintes, en fait, jeunes filles, et évidemment, lâchent l'école, se retrouvent avec un enfant, pas de salaire, pas d'éducation, parlent très peu français ou anglais, presque juste une petite, donc ça limite énormément les possibilités d'emploi, même dans les communautés. On parle d'une statistique assez élevée, donc au Nunavut, 12,9%, il y a 12,9% de jeunes filles qui sont mères, alors qu'au Québec, c'est 3,5%. Donc, c'est un portrait un peu lourd et négatif, vous me direz, mais c'est important de prendre conscience des défis pour trouver des solutions adaptées. Et c'est ce qu'on a essayé de faire vraiment en regardant la phase 1 et tous les indicateurs qu'on avait identifiés sur la culture inuite. On a essayé de développer des stratégies pour y répondre en utilisant les forces de la culture inuite. Et il y en a beaucoup. Donc, je vais passer tout de suite à la première stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant ça, je vais juste vous parler des 11 thèmes dans lesquels on a catégorisé les stratégies. Donc, le premier thème, c'est pour le conseil inuit. Donc, des stratégies pour le conseiller qui n'est pas inuit et qui va travailler soit dans la communauté du Nord, dans une communauté dans le Nord, mais aussi en milieu urbain. Comment vivre ça, comment se préparer pour cette réalité culturelle-là. La relation avec les clients avant tout, la carrière, un concept en développement, une approche communautaire, une question de confiance en soi et d'empowerment, prendre son temps, les nombreuses possibilités d'apprentissage, la forte présence de la culture, une question de communication, l'intégration et le maintien d'emploi et l'utilité des ressources externes et partenariats. Donc, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous présenter 11 stratégies, donc je ne peux pas vous en présenter une par thème, mais je vais vous présenter certaines stratégies que je trouvais particulièrement intéressantes. Donc, il y a la première stratégie, elle est dans le thème « La carrière, un concept en développement ». Et c'est la stratégie numéro 10, expliquer les étapes et concepts du développement de carrière à vos clients. Donc, comme je disais un peu plus tôt quand on parlait du glossaire, on a réalisé rapidement que on ne parle pas le même langage que les Inuits, même si les deux l'intervenant et le client parlent en anglais, souvent les concepts sont vraiment pas compris de la même manière.
Donc, un intervenant de Nouvelle Joie dit, le premier contact est très important. Certains clients s'attendent à des résultats immédiats. Expliquez bien le processus et précisez qu'il est très probable que les résultats ne soient pas instantanés. Donc, on parlait aussi de la pauvreté, le besoin d'argent rapide des clients, qui est un réel besoin qu'on ne peut pas nier. Donc, c'est sûr que si on arrive en disant mais assis-toi, parlons de tes intérêts, tes valeurs, qu'aimes-tu faire la fin de semaine? C'est rapidement, le client va se dire mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai juste besoin d'un emploi, je veux travailler. Donc, les intervenants ont souvent le sentiment d'être que les clients ont une vision du centre comme un centre de placement d'emploi, ce qui n'est pas le cas. Donc, bon, bref, ici, l'important, c'est de vraiment prendre le temps de clarifier le concept, les étapes du processus. Donc, amener le client à voir le processus dans son ensemble afin de mieux comprendre les étapes qui le composent. Donc, moi, j'encourage souvent à faire des dessins, si possible, avoir une image qui décrit c'est quoi le processus. Vous pouvez même utiliser des métaphores en expliquant, pour expliquer les étapes que les clients auront à traverser. Donner aux clients une estimation de la période du temps et le nombre de rencontres requises en précisant la durée dépendamment des besoins et de la motivation du client. Explorer les avantages d'avoir des objectifs à plus long terme en présentant les bénéfices. Par contre, ce que je veux renforcer ici, c'est l'importance de quand même nommer et travailler avec le client sur son besoin immédiat d'argent parce que c'est quand même réellement un besoin. Donc, peut-être faire 2 plans d'action. Un plan d'action court terme, bon là, on va trouver un emploi à la coop de la communauté, au magasin général. Mais, par contre, tu vas travailler à temps partiel, puis le reste du temps, viens me voir, puis on va essayer de développer un plan d'action pour que tu retournes aux études ou peut-être faire une formation comme plombier. Donc, aller travailler sur un projet à plus long terme en même temps. La deuxième stratégie que je vous présente, c'est la stratégie numéro 12. Tenez compte des impacts de la démarche d'employabilité sur toutes les sphères de la vie de votre client. C'est aussi une stratégie qui est dans la catégorie la carrière en concept en développement. Mais ici, je veux vraiment renforcer l'importance de faire la place à la famille dans la réflexion que vous allez engendrer avec le client. Identifier les sphères de vie significatives du client. Est-ce qu'il s'occupe d'un aîné? Est-ce qu'il s'occupe de ses frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a un conjoint, une conjointe? Donc, allez valider ça et leur faire place et revenir souvent à eux dans l'intervention, dans vos sessions de counseling si vous en faites. Explorer la dynamique familiale et sociale du client et évaluer son mode de vie, son style de vie, évidemment. Encourager le client à consulter son entourage lors de prise de décision importante et lui laisser le temps de le faire. Et explorer l'impact des choix de décision du client sur ces différents rôles. Ici, j'ai ajouté le modèle holistique d'apprentissage tout au long de la vie chez les Inuits, qui a été développé par le Conseil canadien sur l'apprentissage en 2007. Il y a une version qui existe aussi pour les Premières Nations et pour les métiers. Celle-là, c'est vraiment pour les Inuits. Donc, vraiment, je trouve que c'est visuellement, ça démontre l'importance d'aller voir toutes les sphères, la culture, les gens de la communauté. Quel sera l'impact sur ta culture? Quel sera l'impact sur ta communauté? Quelle est la place de la terre dans tout ça? Et de tous les gens dans la communauté. Ensuite aussi, c'est un outil qui pourrait très bien être utilisé dans la reconnaissance des acquis, aller voir les apprentissages acquis tout au long de la vie, dans toutes les sphères de la vie du client. Les apprentissages qu'ils ont fait sur la terre, les apprentissages qu'ils ont fait dans la communauté et à partir de leur culture. La stratégie numéro 19, c'est la stratégie « Encourager vos clients à s'impliquer dans la communauté ». Les sous-thèmes, une approche communautaire qui est un thème extrêmement important selon moi, qui amène énormément de solutions et de fierté aux clients qui en ont grandement besoin quand on parle de gens avec un faible confiance en soi, un manque de motivation, peu d'expérience. C'est vraiment quelque chose qui est super bénéfique, tant en milieu urbain qu'en milieu communautaire dans les communautés du Nord. Donc, ici, on parle d'organiser des événements et des activités en impliquant les clients dans chacune des étapes du processus.
de la mise en œuvre du projet. Consulter la communauté sur ses besoins en matière de bénévolat, encourager la communauté à recruter et impliquer des clients dans le déroulement de diverses activités communautaires et expliquer les avantages de l'implication communautaire pour le client et la collectivité. Donc, on parle ici de vraiment sortir les clients du bureau. J'ai entendu des histoires, comme par exemple, il y avait un programme au Centre de formation professionnelle du Nouveau-Jouac. Des jeunes des gens qui étaient en formation pour être plombiers. Puis il y avait eu un dégât d'eau dans une des salles communautaires du village. Et la classe est allée faire toute la plomberie gratuitement pour le village. Et la fierté que ça a amené aux gens, aux étudiants, c'était incroyable. Même chose, la radio du village il y avait un incendie. C'est des jeunes qui sont allés repeindre tout le centre pour la communauté. Puis là, après ça, ils marchent dans la rue du village, puis là, les amis, ils les remercient, ils leur serrent la main. Tu sais, il faut se mettre dans le contexte que ces gens-là, souvent, ils sont isolés. Dans les communautés du Nunavik, il y a une réalité aussi, c'est que certaines familles, certains individus sont marginalisés. Donc, ils n'ont pas beaucoup de reconnaissance, ils ne se sentent pas utiles à la communauté, ils ne sentent pas qu'ils contribuent à la survie de la communauté, qui est quelque chose qui est instinctif pour eux et qui est très, très fort. Donc, les sortir, les faire participer, inviter les jeunes à aller aider les aînés à faire leur épicerie et transporter leurs sacs. Des petites choses comme ça vont avoir un réel impact sur leur motivation, leur confiance en eux. Puis ça va donner enfin des expériences positives. La stratégie numéro 27, faites place à la spontanéité. Donc ça, c'est très important. C'est dans le thème prendre son temps. On est habitué de fonctionner au résultat. On veut que ça bouge, on veut que ça s'améliore tout de suite. On n'est pas toujours très, très patient. Pardon. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est vraiment faire preuve de souplesse et de s'adapter aux besoins présents du client, du groupe et de la communauté. Pourquoi on dit ça de la communauté? Mais c'est s'il y a un décès dans le village, tout ferme. Toutes les organisations vont fermer à partir de 3 heures parce qu'il va y avoir les funérailles. Donc, c'est important à ce moment-là de fermer le bureau aussi, par respect. Évidemment, tous les clients sont libres d'aller aux funérailles ou de faire ce qu'ils veulent. C'est le temps de respecter la tradition communautaire. Donc, ça fait en sorte que si on avait une super activité de prévue cet après-midi-là, ça se peut qu'on puisse pas le faire. Puis, il faut faire preuve de souplesse, puis de la reporter à une autre journée, essayer de trouver un plan B. Ça peut aussi être un blizzard, ça peut être le fait qu'il y a quelque chose qui se passe dans le groupe. Donc, il faut toujours avoir un plan A, B, C, D, E. Ça, c'est vraiment mon conseil principal. Il faut prendre le temps d'expliquer l'impact de certains comportements très spontanés sur l'ensemble du groupe. Par exemple, juste partir à une pause, puis revenir 1 heure plus tard. C'est quoi l'impact sur le reste du groupe? Ben, ça fait que ton groupe n'a pas pu continuer son activité ou si vous n'avez pas pu présenter comme vous deviez être. Donc, en discuter. Mais c'est important de faire ça de manière assez délicate. Comme vous voyez dans le commentaire annoté qui est au bas de l'écran, qui se retrouve dans le guide aussi, c'est mal vu de réprimander directement et en public un Inuit. Traditionnellement, les leçons sont transmises à travers des métaphores ou des histoires qui sont contées, mais traditionnellement, les Inuits ne vont pas dire « t'aurais pas dû faire ça, c'est pas bon ». Mettre l'attention sur la personne, c'est vraiment mal vu. Donc, il faut être créatif et essayer de trouver des façons autres de donner l'information et de modifier le comportement parce que quand même, il faut le modifier. Un client ne peut pas arriver en retard à son emploi. Ne pas insister sur la prise de rendez-vous. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment fréquent. On ne peut pas vraiment dire à un client, viens à 2 heures, on va faire ton CV. Ça va fonctionner des fois, mais ça ne fonctionne pas toujours. Donc, on propose plus de faire le mercredi après-midi, on fait des CV, venez nous voir si vous voulez. Le jeudi matin, on fait des ateliers de connaissance de soi, etc. La stratégie numéro 32 propose des exercices et des activités axées sur la résolution de problèmes. Donc, aider les clients à identifier des tâches quotidiennes des activités traditionnelles qui nécessitent de la résolution de problèmes et les valoriser.
permettre aux clients d'échanger en petits groupes pour trouver des solutions à différents problèmes plutôt que de faire de leur dire quoi faire, évidemment. Les mobiliser, là, les faire se casser le coco un peu. Les Inuits ont une capacité de résolution de problèmes hallucinante. Donc, c'est vraiment une force à utiliser là, le plus possible dans le développement d'activités ou d'interventions. On ajoute aussi ici que les Inuits adorent la compétition. Donc, moi, je trouve que quand je fais des activités, si j'ajoute vous avez 4 minutes pour le faire avec mon chronomètre, on peut penser, les non, ça va les stresser, ils vont pas bien réagir, mais c'est le contraire, là, ça augmente énormément la motivation. Puis, ça augmente aussi le plaisir parce qu'ils adorent jouer et s'amuser. Donc, ça, c'est super bon. Gagnant. Puis, si vous êtes capable d'avoir une petite surprise pour le gagnant, là, ou le groupe gagnant, c'est encore mieux. Donc ici, je vous mets juste un exemple d'activité de résolution de problèmes qui se retrouve dans le guide. Donc, on a une mise en situation, puis on demande aux clients de se poser la question sur qu'est-ce qu'ils feraient, c'est quoi le problème de ce client-là. Donc ça stimule la réflexion, puis ça amène une sorte de résolution de problème. Et ça, j'ai oublié de le dire, c'est dans le thème « Les nombreuses possibilités d'apprentissage ». Je vois le temps avancer, là, je vais aller un petit peu plus vite pour pouvoir couvrir l'ensemble de mes diapositives. Donc, numéro 36, sous le thème de la forte présence de la culture, on valorise la culture, l'identité et le langage inuit le plus possible. C'est vraiment absolument essentiel. Je vois beaucoup que l'identité culturelle est associée à la confiance en soi. Donc, on encourage les clients à participer le plus possible à des activités culturelles. On les encourage à parler dans leur langue, en sous-groupe s'ils veulent s'exprimer sur quelque chose de délicat, ils veulent le faire dans leur langue. On l'encourage, il n'y a aucun problème, même si on ne comprend pas, pour nous, l'intervenant, des fois, si on n'est pas un intervenant inuit, c'est un peu plus difficile, mais on encourage ça énormément. Si on a une petite citation, là, nous sommes inuits, nous ne deviendrons jamais des Halinat non inuits, même si notre quotidien ne ressemble pas à celui de nos ancêtres. De nombreux aspects de la civilisation occidentale font maintenant partie de nos vies. Cependant, nos ancêtres, notre culture, notre langue et notre identité définissent ce qui nous sommes vis-à-vis des sociétés dominantes au Canada et au Québec, et nous serons toujours inuits. Donc ça, je l'encourage énormément. Et dans la recherche, on a vu que c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, utiliser des symboles dans vos activités, des inukshuk, faire des métaphores avec des légendes comme la légende de Selma. Donc, s'informer sur la culture inuit et l'utiliser dans les activités, faire référence. Organiser des journées, des ateliers culturels, inviter les familles, faire une journée où on parle juste inuktitut, on mange de la nourriture traditionnelle, la country food. Puis, vous pouvez aussi tenir des discussions sur des thèmes différents touchant la culture. Par exemple, c'est quoi le rôle c'était quoi la place du travail dans la vie traditionnelle. Puis là, si vous êtes capable en plus d'inviter un aîné ou d'inviter des gens inuits qui ont vécu des expériences inspirantes, faites-le, genre, c'est vraiment ça a un super bel impact. Ici, on voit un exemple des cartes de valeurs inuit qui est aussi disponible dans le programme PLAR du Nunavut Arctic College, comme on voyait tantôt avec l'Igloo de la vie. Ça, c'est les cartes de valeurs qu'on peut utiliser pour des activités et qui aident beaucoup à mettre un visuel sur les valeurs dont on parle. Bon, enfin, ici, on parle de porter une attention particulière à la communication non verbale. Donc, porter une attention particulière aux signes non verbaux, comme le mouvement des sourcils du nez, parce que souvent, les Inuits vont dire oui ou non en disant aucun mot. L'utilisation du langage verbal est beaucoup moins important pour eux que pour nous. Ils ont une langue directe, précise, ils vont parler quand ils ont besoin de parler, comparativement à nous, que souvent, on a tendance à parler énormément, comme moi je pense, maman, un peu trop. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui démontre très bien, là, c'est une petite vidéo très courte qui montre bien le langage non verbal des Inuits. Donc voilà, c'est une petite vidéo que je trouve qui est super sympathique, qui se retrouve pas dans notre ressource parce qu'il a été créé cet été dans un super projet de Student on Ice.
Ça donne une idée un peu. Certaines personnes sont offusquées parce qu'ils voient l'Inuit juste bouger le nez pour répondre. Mais c'est vraiment une façon de communiquer totalement acceptable. Il faut juste le savoir. Donc aussi, on encourage à observer la communauté lorsque vous arrivez en milieu autochtone ou Inuit. Observez beaucoup avant de vous positionner, je dirais, avant de tirer des conclusions. Puis comme dans plusieurs cultures, éviter de trop fixer le client et être conscient de son propre langage non verbal. Donc, des fois, on veut tellement que ça va bien intimider le client Inuit qui sont des gens très humbles, très posés, qui aiment beaucoup prendre leur temps pour réfléchir. Donc, il faut vraiment apprendre à laisser aller et à être conscient de ses propres styles de communication. Le temps passe. Je vais sauter cette étape. C'est l'importance de créer des partenariats avec les ressources et organismes régionaux. Donc, ça va un peu avec l'élément dont je parlais plus tôt sur la communauté. Mais c'est aussi très important, surtout en milieu urbain, de créer des liens avec les organisations, les employeurs autour afin d'aider les clients à entrer sur le marché du travail et pour créer des activités vraiment stimulantes et diversifiées pour nos clients. Donc, moi, je conclue sur ça. J'aimerais qu'on se laisse en se questionnant sur comment nous, comme intervenants, comme conseillers d'orientation, comment on peut contribuer à l'augmentation du sentiment d'appartenance des Inuits sur le marché du travail. Donc, vous travaillez peut-être pas avec les Inuits, mais aussi comme citoyen, quand les gens nous posent des questions, moi, ça m'arrive tout le temps. Je suis certaine de ceux qui travaillent en milieu autochtone ou avec des clientèles marginalisées aussi vont se souvent poser des questions. Est-ce que c'est vrai qu'ils boivent tellement? Est-ce que c'est vrai qu'il y a pas de job dans le village? Je trouve que nos réponses vont beaucoup influencer, peuvent faire une différence, mais aussi nos actions. Si on a la chance de travailler auprès de la clientèle Inuit ou d'une clientèle de Première Nation, Métis, comment est-ce qu'on peut faire que les préjugés que les gens ont envers nos clients changent? Donc, sur ça, je vais passer à la période des questions, car je sais que c'est super intéressant. J'aime beaucoup lire les questions. Si j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui, je vais répondre par email à la suite cet après-midi. Donc, voilà, vous avez aussi des informations. Vous pouvez me contacter directement si vous avez des questions ou vous voulez d'autres informations. Je vous remercie beaucoup. Merci Sophie pour cette présentation. Nous avons une question de Ada, qui est agente de liaison pour la connexion communautaire pour les services avant arrivée d'immigration francophone de la Nouvelle-Écosse, qui vous remercie pour la présentation. L'information est très intéressante. La question est, pourriez-vous approfondir sur les méthodes que vous avez utilisées pour l'identification de défis? Si elles sont qualitatives, lesquelles par exemple? Comme je disais au début, notre façon d'identifier les défis, c'était qualitatif effectivement, c'était à travers des entrevues avec des focus groups, comme on dit. Et oui, c'était qualitatif. On avait une liste de questions et on demandait par exemple quel type de défis rencontrez-vous avec vos clients, qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour vous d'atteindre qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour vos clients d'entrer sur le marché du travail. C'est des exemples comme ça. Puis aussi, il y avait une revue de littérature qui supportait ça. On a fait des recherches sur ce qui avait été écrit sur le sujet. Et beaucoup d'informations aussi étaient ressorties, évidemment, dans notre recherche de la phase 1. Merci beaucoup. Nous avons une deuxième question. Quel est le ratio moyen entre les professionnels en développement de carrière et le nombre d'individus vivant dans les communautés inuites du Nunavik? Et y a-t-il assez de professionnels formés aux différences culturelles pour intervenir auprès des clients vivant dans cette région? C'est une très bonne question. En fait, je vais parler personnellement en ce moment, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de ressources en employabilité dans les communautés du Nunavik. Par contre, chaque village a un ou deux intervenants inuits qui sont des Local Employment Officers. Ce sont les gens que j'ai formés pendant 5 ans auparavant.
Ces gens-là sont experts de la culture, mais ne sont pas nécessairement experts des techniques de counseling. Donc, ils ont besoin de formation et c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé dans les dernières années avec la Fondation canadienne pour le développement de carrière qui donne des formations à ces agents-là, les agents inuits. Et sinon, on a les centres Ivirtuvik qui ont des gens super formés, des gens très compétents. Et c'est pour, entre autres, soutenir ces intervenants-là qu'on a créé, que le projet de recherche a été créé, la phase 1 et maintenant le guide d'intervention pour les supporter, pour que ces gens-là qui sont non inuits et qui arrivent dans les villages aient une meilleure préparation à cette culture et au changement qu'il faut faire en intervention à cause des aspects culturels chez les Inuits. Donc, moi, je trouve aussi qu'évidemment, il n'y a pas... à ma connaissance, récemment, là, ce que je savais, c'est qu'il y avait un conseil d'orientation pour les 14 communautés du Nunavik, ce qui est comme complètement hallucinant parce qu'il en faudrait beaucoup plus. Le conseil d'orientation de travail pour la commission scolaire catholique. Mais je reviens d'un congé de maternité d'1 an, donc je ne suis pas complètement à jour sur la situation. Mais je te dis ce que je sais là, de la situation avant mon départ. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de conseil d'orientation. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment grave. Puis, ce qui manque aussi, c'est des centres. Comme on a à Montréal, les gens ont besoin d'expérience ils sont intéressés par la menuiserie, mais on peut les envoyer dans un organisme d'insertion socio-professionnelle où ils vont apprendre à faire de la menuiserie puis avoir une allocation et tout. Donc, dans les communautés du Nunavik, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a presque pas. Puis c'est vraiment difficile à orchestrer. On a un village de 400 personnes, puis il n'y a pas vraiment assez de clientèle pour le faire. Donc là, si on le fait, il faut faire voyager les clients. Les clients ne sont pas toujours à l'aise avec ça. Ils veulent rester dans leur communauté avec leur famille. Donc, c'est assez complexe. Mais c'est une très bonne question. J'espère que je réponds bien, mais n'hésitez pas à m'écrire ou à me téléphoner. On peut en parler plus en détail si vous le souhaitez. Merci Sophie. Le reste des questions vous seront envoyées directement et vous pourrez y répondre individuellement. Parfait. Donc, cela nous amène à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup Sophie d'avoir partagé vos connaissances aujourd'hui. Il était très intéressant de prendre connaissance des défis qui affectent les clients inuits en particulier afin de pouvoir adapter le service dispensé. Surveillez vos courriels cet après-midi. Nous allons vous envoyer les diapositives et l'enregistrement. Comme mentionné, nous enverrons également un court formulaire d'évaluation et nous apprécierons grandement vos commentaires. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette recherche et le développement de carrière dans différents contextes culturels, rejoignez-nous à Canexus, le congrès national en développement de carrière qui aura lieu à Ottawa en janvier prochain. Enfin, permettez-moi de remercier les auditeurs de ce webinaire pour votre participation. Nous vous souhaitons à tous une bonne fin de journée.